Donc, merci à tous les deux d'être là. Donc, vous êtes tous les deux membres de la CGT SNTEFP, pas évident à dire, le syndicat national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc, toi, Agathe, tu es secrétaire générale du syndicat pour le Val-de-Marne. Et toi, Yann, tu es membre du bureau national. Donc, aujourd'hui, on va faire le point sur l'affaire Anthony Smith, si on peut l'appeler comme ça, qui est un inspecteur du travail du Val-de-Marne, qui a reçu une suspension à titre conservatoire dans l'entente d'une sanction disciplinaire de la part des services du ministère du Travail. Donc moi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse le point de savoir ce qui est reproché à cet inspecteur-là, pourquoi on en est arrivé là, et qu'est-ce que ça cache derrière cette attaque qui nous paraît, pour nous qui regardons ça de loin, particulièrement injuste. Oui, moi je pense qu'il faut, pour répondre à cette question, regarder attentivement la chronologie. La sanction arrive un soir à 20 heures à effet immédiat, où l'inspecteur du travail Anthony Smith apprend sa suspension dans l'intérêt du service. Cette suspension arrive le jour même où il vient de rencontrer le juge à 16 heures et la sanction est arrivée à 20 heures pour obtenir un référé, assigner une entreprise d'emploi à domicile employant environ 330 salariés dans la région pour demander des mesures de prévention et notamment des masques FFP2. Et la sanction arrive le soir même. Euh, Ce lien-là, pour nous, il est évident. Alors, on est obligé de regarder cette chronologie, parce que dans cette chronologie, il y a la question du référé et il y a la question de dépression extérieure indue. On va rapidement faire la chronologie pour qu'on puisse comprendre cette histoire et surtout contrer, même si je ne peux pas dire qu'elle est très efficace, la communication du ministère qui, lui, aujourd'hui, dans son communiqué de presse, considère que Anthony a eu des gestes professionnels contestables et ne se conforme pas aux instructions de la direction générale du travail. En réalité, il a été saisi par les salariés, ce qui est quand même extrêmement important, de droit de retrait de la part des salariés. Et donc, quand on est informé de ce type d'alerte, on va faire un contrôle, ce qu'a fait Anthony. Et puis, lors de son contrôle, il a constaté l'absence de protection, notamment de masques, et il a informé l'employeur qu'il allait faire un courrier. Suite à ça, le 10 avril, le vendredi 10 avril, après son contrôle, il y a eu une réunion qui s'est faite dans le dos de l'inspecteur du travail avec la direction locale de l'inspection, les organisations syndicales et l'employeur afin de lever les droits de retrait, afin de tomber d'accord sur des mesures de prévention visant à faire tomber ce qu'on appelle le DGI, le danger grave imminent, le droit d'alerte. Anthony n'a été absolument pas mis informé préalablement, ni invité à la réunion, ni a reçu un quelconque compte rendu de cette réunion. Donc le lendemain, le samedi 11, une fois qu'il avait écrit, il décide de continuer son contrôle et de convoquer l'employeur pour le mardi 14 en lui demandant un certain nombre d'éléments, notamment la mise à disposition de masques, de blouses, le respect des distances et un certain nombre d'éléments. Mais les principaux éléments étaient sur ces mesures de protection. Il fait un courrier assez précis, long, et demande à l'employeur d'apporter des réponses pour le mardi 14 à 10 heures. Ce courrier part le samedi 11, c'est important. Et on a appris après que l'employeur a tout de suite écrit à sa hiérarchie locale, copie conseil général, copie préfecture, s'interrogeant pourquoi il recevait un courrier d'inspecteur du travail alors qu'il y avait une réunion la veille et cette réunion laissait entendre qu'il y avait un accord vis-à-vis des pratiques actuelles de l'employeur. Donc il s'interroge et il dit est-ce que je dois répondre au courrier de l'inspecteur? La responsable unité départementale répond laissez ce courrier de côté, n'accusez pas réception et continuons dans le dialogue qu'on a instauré vendredi dernier. Et de toute façon, l'inspecteur alors, il n'a dit pas dépasser les bornes et je regrette l'action excessive de l'inspecteur du travail et d'ailleurs l'informe qu'il y a une procédure disciplinaire à son encontre. L'inspecteur du travail n'est absolument au courant de rien et n'ayant pas de réponse à son courrier samedi, non, donc du coup, ouais, ne relance pas. Donc l'employeur ne répond pas sous les ordres de la direction du travail. Le soir même,
l'inspecteur du travail Anthony Smith reçoit une convocation pour entretien prédisciplinaire afin de discuter de ses actions en dehors du cadre du système d'inspection du travail. Et donc, il se rend quand même, il informe l'autorité centrale quand même de ce qui se passe, et il se rend le mardi 14 à 9 heures à cet entretien prédisciplinaire, où il se défend point par point sur son accuse, et demande si la hiérarchie locale a été au courant de ces réunions. La hiérarchie locale n'assume pas et ne dit pas qu'il y a eu des réunions dans son dos, ne dit pas que l'employeur a écrit ce plaignant de l'inspecteur du travail, et la réunion se termine ainsi. Voilà, on est donc le mardi. Le soir même, il reçoit un courrier où on lui dit qu'il doit faire un écrit comme quoi il s'engage à respecter les instructions de la DGT. Et si ce courrier n'a pas lieu, à 15 heures, un mercredi 15 avril à 15 heures, il y aura une sanction. Le lendemain, qu'est-ce que fait Anthony Smith? Normalement, comme effectivement il avait donné un délai à l'employeur pour le 14, il décide, n'ayant pas eu de réponse, il décide d'engager une procédure de référé contre l'employeur et rencontre le juge, on l'a dit, à 16 heures pour un référé de date à date. Et le soir même, à 20 heures, il est suspendu à effet immédiat, c'est-à-dire que depuis, il n'a pas pu contacter le juge, il n'a pas pu savoir ce qui s'est passé suite de son référé, et ne peut plus aujourd'hui utiliser sa messagerie professionnelle ni son téléphone portable. Voilà à peu près ces gens-là. Ce qu'il faut rajouter, qu'on a appris par la suite, c'est une déclaration du président du Conseil général se vantant dans la presse, j'ai plus la date de l'article de presse, se vantant dans la presse, d'être à l'initiative de la sanction et même d'avoir été au courant avant l'inspecteur du travail qu'il y allait avoir une sanction. Donc le rôle primordial, décisif du Conseil général est mis en avant, d'ailleurs dans une déclaration qu'a fait le président, et nous, c'est ce qu'on appelle une pression extérieure qui aurait dû être contrée, absorbée, qui aurait dû être renvoyée dans ses corps par le ministère, et ce courrier, et on a appris aussi que manifestement, le courrier a été parti du Conseil général en direction du ministère se plaignant des pratiques de l'inspecteur du travail. D'accord, parce que ce qu'on voit là, c'est qu'il y a eu à la fois l'intervention du pouvoir politique qui a quand même pesé lourdement sur la sanction, puisque tu expliques, c'est que enfin, les supérieurs hiérarchiques d'Anthony Smith, ils ont parlé en direct avec les responsables de l'assaut concernés, et ils sont passés directement au-dessus de l'inspecteur du travail. Donc moi j'ai envie de dire, est-ce que ça arrive souvent ça? Ou est-ce que c'est vraiment exceptionnel qu'un inspecteur du travail soit victime d'un tel traitement? Ou est-ce que c'est en plus dans la période où on sait que les pouvoirs politiques et notamment le gouvernement veut que les activités économiques reprennent, est-ce qu'ils essayent de mettre tout en œuvre pour que celles et ceux qui protègent les salariés, parce que c'est ce que voulait faire Anthony Smith, soient empêchés entre guillemets de nuire. Donc c'est ça qu'il y a derrière qui est intéressant. C'est est-ce que le pouvoir politique aujourd'hui il est en train de mettre au pas les inspecteurs du travail pour leur demander d'appliquer aveuglément les directives du gouvernement, y compris s'il s'agit de mettre les salariés en danger. Il y a Il y a certains cas, certaines situations similaires qui se sont déjà produites au sein du ministère. En fait, ça arrive très souvent que les employeurs se plaignent auprès de notre direction qu'ils sont maltraités par l'inspection du travail. Ça arrive souvent, mais c'est ce que disait Yann avant. Notre direction, elle est capable d'absorber en fait ces plaintes-là et d'expliquer, de rappeler quel est le cadre de notre intervention, c'est-à-dire un cadre de contrôle et surtout de protection des salariés, de leur santé et de leur sécurité. Il y a une affaire récente qui s'est produite il y a quelques mois qui implique la ministre du Travail et qui a consisté à, là encore, une intervention de sa part dans un dossier d'une collègue dans le sud-ouest, dans un dossier impliquant du travail illégal, du travail dissimulé effectué par un gros employeur de la région, un chef étoilé. Et ça avait été aussi médiatisé et dénoncé, y compris par nos syndicats. Donc il y a globalement des pratiques comme ça qui se déroulent depuis plusieurs années dans notre ministère. Mais là, je pense que la manière de voir le contexte actuel, c'est un contexte effectivement plus large, comme tu le dis, d'atteinte générale au droit à la santé des salariés, avec une communication gouvernementale qui insiste beaucoup sur le fait que le droit de retrait des salariés dans le contexte ne serait pas légitime. Et cette communication, elle a commencé très tôt, avant même la crise. Une communication gouvernementale qui porte
sur les gestes barrières, sur des guides qui ne sont plus en fait du droit, qui sont plus les outils que nous on utilise dans notre métier, mais aussi que les syndicalistes utilisent au quotidien pour défendre les salariés, c'est-à-dire le code du travail, les accords collectifs. Et donc voilà, on a cette pratique générale là qui vise à affaiblir nos repères dans la période actuelle. Et effectivement, des pressions qui sont faites sur les collègues dans tous les services de France, avec une volonté de contrôler, de maîtriser les contrôles qu'on réalise sur le terrain. Donc, on nous demande des comptes, on nous demande de justifier le fait d'aller sur le terrain. On ne met pas à notre disposition des équipements de protection pour pouvoir faire ces contrôles en sécurité. On ne met pas à notre disposition aujourd'hui suffisamment de masques et des masques surtout de bonne qualité, notamment FFP2, pour pouvoir contrôler les entreprises en sécurité. Et puis, il y a eu une volonté du ministère d'encadrer notre action dans le cadre d'une instruction de la Direction générale du travail, qui est notre autorité centrale, en nous indiquant qu'on avait le droit de sortir sur le terrain, d'aller contrôler les entreprises que dans certains cas précis. Donc effectivement, il y a une volonté de faire pression, mais là, il faut voir qu'avec l'affaire d'Anthony Smith, on atteint un niveau inégalé. Une suspension à quelques heures quelques heures après le lancement d'une procédure de référé auprès du juge judiciaire, je crois que c'était jamais arrivé, et on atteint là, c'est une atteinte majeure à notre métier, à notre façon de pratiquer notre travail aujourd'hui. D'accord, mais est-ce que vous ressentez depuis qu'Emmanuel Macron a été président, est-ce que cette pression-là, elle s'est accrue sur votre corps de métier ou pas? Ou est-ce qu'elle était déjà à l'œuvre depuis plusieurs années? Et est-ce qu'aussi il y a de plus en plus de remontées de terrain de salariés qui font appel à vous pour dire que la réglementation du travail n'est pas respectée? Parce qu'on sait que c'est un des enjeux aujourd'hui dans la période, c'est que vous allez être de plus en plus sollicité, parce qu'on voit que de plus en plus de boîtes, je ne vais pas vous l'apprendre, mais le salariat, il est éclaté un peu partout, et vous êtes derrière la dernière corde à laquelle ils peuvent se raccrocher. Et comment aujourd'hui les inspecteurs du travail sur le territoire, ils vivent ça? Parce que j'ai vu passer plusieurs expressions où, tu l'as dit tout à l'heure, il y a vraiment une pression qui est aujourd'hui extrêmement forte sur vous, et on essaie de vous mettre au pas, entre guillemets, c'est un peu ça aujourd'hui qui se passe. Et c'est vrai que moi, quand je vois les déclarations du président du conseil régional qui se permet dans la presse de dire qu'il est intervenu pour faire suspendre un inspecteur du travail, mais ça paraît totalement surréaliste. Il y a quelques années, peut-être ces pratiques avaient lieu, mais au moins, elles n'auraient pas été exprimées sur la place publique. Aujourd'hui, dans un média qui est lui, il se permet de dire qu'il a fait suspendre un inspecteur du travail. Donc c'est quand même inquiétant aussi sur la perméabilité qu'il y a entre votre travail, qui est censé protéger les salariés, et le pouvoir politique est en train d'essayer voilà, de manœuvrer tout ça. Donc moi, voilà, qu'est-ce que vous ressentez, vous, au quotidien par rapport à ça? Moi, je pense que les tentatives d'intervention d'un employeur, d'un politique, d'un préfet sur un contrôle de l'inspection du travail, on va dire que c'est inhérent, c'est le point, je pense que depuis que l'inspection du travail n'existait pas pour rien, que la France a signé en 1950 la convention OIT garantissant à l'inspection du travail toute une indépendance vis-à-vis des pressions, des pressions extérieures indues. Donc cette question-là, elle est inhérente au métier d'inspecteur, parce qu'on sait que souvent dans les entreprises, on est les seuls à pouvoir entrer dans l'entreprise et à contrôler l'application du code du travail, et que de fait, il va y avoir des relais économiques forts, des relais politiques forts, d'ailleurs. Donc ça, c'est pas nouveau. On a une convention nationale qui nous protège. C'était assez honteux jusqu'à présent de s'en vanter. Personne ne s'en vantait. Je pense qu'il y a eu des médias, des relais. Mais les préfets sont au courant que ça ne marche pas. Et normalement, ce qu'on doit attendre de notre hiérarchie, c'est ce qu'a dit Agathe, c'est une barrière. C'est non. On n'appellera pas l'inspecteur pour lui dire d'arrêter le contrôle. On ne lui dira pas d'aller là ou à tel endroit. Il est indépendant. Et la contrepartie d'indépendance, c'est évidemment notre responsabilité qui n'est pas mince. On y reviendra notamment sur le fait qu'on doit demander des protections maximales parce que nous-mêmes, nous engageons des protections quand on demande des masques FFP2. C'est pas pour embêter l'employeur, c'est parce que nous-mêmes, nous en dessous une certaine responsabilité et on considère que c'est une. Alors, ces pressions-là aussi, elles sont dues. Alors, tu as posé la question de à partir de quand, moi je suis bien capable de dater, en tout cas elles existent depuis longtemps, mais il y a aussi un autre fait, c'est que comme le travail est de plus en plus critiqué, on considère qu'il ne sert à rien, qu'il freine la croissance, je ne sais pas tout ce
on entend sur le droit du travail comme le monde qui freine. Alors, évidemment, les agents qui sont censés faire appliquer le travail et qui ont façon de dénigrer le travail, forcément, ça rejaillit sur notre fonction et nos missions. Et donc, la parole se libère aisément. Et aujourd'hui, notre ministre, vraiment, si on doit faire des degrés, est au summum de l'absence de protection d'action d'inspection du travail. On l'a bien vu avec le faire 3 étoiles, ce qu'a dit Agathe. En tout cas, elle a une facilité à relayer les pressions en interne et faire en sorte que les messages nous reviennent, c'est incroyable. Moi, je voudrais compléter, c'est effectivement, il y a une volonté globale de nous affaiblir, mais aussi d'affaiblir l'ensemble des syndicalistes. Mais je pense qu'il faut aussi dire aujourd'hui qu'il y a un élan de dingue qui se produit autour de l'histoire d'Anthony Smith. Il y a un soutien qui est incroyable des gens qui dépasse effectivement notre propre profession et le milieu juste des représentants du personnel ou alors des syndicalistes. Là, aujourd'hui, la pétition que tu as lancée, Thomas, elle recueille plus de 94 000 signatures. Enfin, c'est invraisemblable en 5 jours. Il y a des députés, une sénatrice qui relaie aujourd'hui cette parole-là. Beaucoup de journalistes qui ont été choqués d'apprendre cette histoire et qui se rendent bien compte que là, on est en train de mettre à mal un outil de la protection de la santé, de la sécurité des salariés. Donc, je pense qu'il y a quand même un sursaut général autour de la situation d'Anthony Smith, de la situation de l'inspection du travail, qui, à notre avis, peut conduire à aujourd'hui à ce que les gens nous rejoignent sur des revendications qu'on porte depuis longtemps, c'est-à-dire la question du doublement de nos effectifs. Aujourd'hui, on n'est que 2000 en France. Il faut que très rapidement, on soit 4000 pour pouvoir contrôler l'ensemble des entreprises de façon efficace et pouvoir garantir la sécurité des salariés. Nous donner aussi dans la période actuelle des moyens exceptionnels de pouvoir arrêter des activités qui nous semblent dangereuses du point de vue du risque de transmission du virus. Et puis nous donner, comme le disait Yann, des masques, des moyens, des équipements de protection individuelle qui nous permettent d'aller en sécurité pour contrôler l'ensemble des entreprises dans ce pays. Donc tu viens de le dire, donc il y a quand même un élan qui s'est créé autour de cette personne-là, parce que bon, tout le monde a bien compris que c'était absolument injuste. Et pour finir, on va évoquer quelles vont être les suites. Vous avez déposé une plainte à l'OIT, d'après ce que j'ai compris. Aujourd'hui, dans quel état il se situe lui, et comment on crée la suite, et comment on fait en sorte que cette sanction-là, elle soit pas appliquée, parce que on voit bien qu'elle repose sur une intervention politique et qu'elle est injuste, mais voilà, c'est comment on crée les conditions de faire en sorte qu'Anthony Smith il puisse retravailler, et que tous les inspecteurs du travail en France, quelque part, leurs droits sont respectés, les moyens sont donnés, ce que tu viens de dire, et que ce corps de métier qui est essentiel au pays, j'ai envie de dire, il retrouve toute sa valeur, quoi. On a effectivement déposé plainte à l'OIT sur la base des instructions de la direction du travail, notamment le 30 mars, qui demande à l'inspecteur d'avoir un entretien préalable sur l'opportunité ou non de se rendre dans l'entreprise. Ça, c'est totalement inacceptable et c'est contraire au droit international. Donc ça, c'est la première chose, mais on sait très bien que ça va prendre du temps. Donc, on ne mise pas tout sur cette plainte, mais on espère au moins, parce qu'on a aussi questionné le secrétaire général de l'OIT, lui demandant est-ce que oui ou non la Convention 81, est-ce que oui ou non le droit international est mis entre parenthèses dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Bien évidemment, on le sait très bien, mais on nous demande de confirmer au moins par écrit, par l'affirmative, que non, même dans l'état d'urgence sanitaire, la Convention 81, le droit de français. Bon, sur ce que tu dis sur les suites, moi, c'est ce que vient de dire Agathe, c'est énorme ce qui se passe. Il y a quelque part un peu une prise de conscience de la nécessité de la présence de l'inspection du travail en pleine crise sanitaire, et je pense qu'on a encore plus besoin aujourd'hui d'inspection du travail, et la suite, ça va être aussi, d'une part, cette prise de conscience, le relais des politiques. Il va falloir un moment que la ministre ait à répondre. Comment se fait-il qu'un président du Conseil général ait eu l'info? Par quel circuit s'est-il passé? Par quel mystère ce président a-t-il cette information? Comment peut-il se vanter d'être à l'origine? Nous, ce qu'on va demander à la ministre, ce qui se passe au niveau des relais parlementaires et au niveau aussi syndical, on interpelle le ministre en demandant de répondre. À un moment ou à un autre, elle va être obligée d'expliquer ce qui s'est passé, et une pétition comme ça, au sein de l'inspection du travail, on a eu des affaires, l'affaire Tefal, des camarades qui avaient été aussi sanctionnés pour avoir critiqué la ministre, etc. On n'était pas à chiffres de pétition
répétition. Donc là, ça dépasse, il y a une prise de conscience et elle doit être entendue et elle va être entendue. La suite, c'est le déconfinement, très clairement. Il faut que cette affaire-là, on espère qu'elle a une issue positive, on espère que tout ce qu'on est en train de faire pèse et finalement fasse céder les politiques en disant comme ça, parce que si ça continue comme ça, l'inspection, on va parler que de ça pendant les 3 prochains mois, alors qu'on doit aujourd'hui nous donner des moyens supplémentaires, des pouvoirs spéciaux, comme on dit, spéciaux, des pouvoirs exorbitants par rapport à ce qu'on a sur le Covid et le déconfinement. Donc, si on veut vraiment sortir de là, il faut retirer la sanction envers Will Smith et réfléchir comment on travaille efficacement dans le cadre d'un confinement. La main est comme un ministère, hein. Soit la ministre veut qu'on continue là-dedans, qu'on ne parle plus de conseil général et de sa facilité à se toucher devant la pression, soit effectivement au contraire, elle retire son compte et on parle sérieusement du métier, de nos gestes professionnels, comment on protège les salariés dans le déconfinement. Parce que là aujourd'hui, on a 10 millions de salariés en chômage partiel, c'est annoncé.